Dans le calme de la nuit de Long Island, à New York, là où le ciel se révèle d'une clarté presque envoûtante, se cachent des secrets capables de faire basculer quiconque dans la folie, ou de l'enfermer à tout jamais dans les couloirs d'un asile psychiatrique. Cette histoire hors norme commence avec John Ford. L'homme mène une double vie. Le jour, c'est un officier de justice d'une rigueur absolue, connu pour appliquer la loi à la lettre et afficher l'un des taux d'arrestations individuels les plus élevés du comté. Mais la nuit, il devient le président et fondateur du LUFON, le réseau d'études des ovnis de Long Island. John est intimement convaincu que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que les autorités dissimulent la vérité sur l'existence d'une vie extraterrestre. Ce n'est pas un simple amateur. Astronome amateur chevronné depuis des années, il compile méthodiquement des rapports et des clichés de phénomènes étranges planant au-dessus de l'océan. Sa passion attire de nombreux curieux et fervents croyants. L'un d'eux devient rapidement son bras droit pour gérer ce réseau, qui fait face à une avalanche de signalements, particulièrement en décembre et janvier, une période que John qualifie de « pic d'activité extraterrestre ». Le grand tournant de cette affaire survient en 1992, dans le parc de South Haven. Cette nuit-là, les riverains sont témoins d'un flash incandescent traversant le ciel avant de s'écraser au cœur du parc. Dans la foulée, des pannes de courant inexpliquées et répétées frappent les quartiers environnants. Lorsque la police locale et les pompiers se précipitent sur les lieux, des hommes mystérieux en combinaison noire surgissent de nulle part. Ils ordonnent aux forces de l'ordre de quitter les lieux immédiatement et bouclent totalement la zone. Plus tard, la version officielle évoquera une fermeture temporaire pour des travaux d'élargissement des routes. Un prétexte auquel John Ford et ses collègues ne croiront jamais. Quelques semaines plus tard, John découvre dans sa boîte aux lettres une mystérieuse cassette vidéo, envoyée par un pompier anonyme terrifié qui ne veut plus la garder chez lui. On y voit un objet en feu changer brutalement d'angle avant de s'écraser dans le parc, suivi d'images troubles montrant ce qui ressemble à des sacs mortuaires empilés contre un arbre. Pour John, le doute n'est plus permis. Le gouvernement a transféré les débris et les restes biologiques au laboratoire national de Brookhaven tout proche, un immense centre de recherche géré par le ministère de l'Énergie américain, célèbre pour ses travaux de pointe en physique et en biologie. Dès lors, John harcèle les responsables du laboratoire. Dès que le centre annonce une avancée majeure sur un accélérateur de particules, John affirme qu'ils ont abattu un vaisseau spatial. S'il publie des recherches sur l'ADN, il assure au public qu'ils étudient du matériel génétique extraterrestre. Malgré les démentis et les moqueries des scientifiques concernant de prétendues bases souterraines, les provocations incessantes de John font de lui l'homme à abattre pour les autorités locales. Ces tensions coïncident avec une période tragique pour John. Sa mère, dont il s'occupait exclusivement, vient de mourir. Il se retrouve seul, vulnérable et psychologiquement dévasté. C'est dans ces heures sombres qu'un certain Joseph Mazzachelli s'immisce dans sa vie. Cet ami d'enfance possède un casier judiciaire long comme le bras. Joseph s'installe chez John, exploite sa fragilité mentale et nourrit sa paranoïa. Il persuade John qu'il est en réalité un agent secret et que des forces gouvernementales surveillent sa maison, cherchant à l'éliminer à cause de la fameuse cassette de South Haven. La vie de John bascule dans un véritable thriller psychologique. Il est persuadé que sa maison a été cambriolée par des professionnels qui n'ont touché ni à l'argent ni aux bijoux, venus uniquement pour la vidéo. L'affaire se corse d'un cran lorsqu'un troisième homme, Kevin Koch, entre en scène comme informateur pour la police. Grâce à des écoutes téléphoniques, les enquêteurs découvrent un trafic d'armes illégal enregistré au nom de John Ford. Mais le véritable coup de tonnerre éclate lorsque l'informateur prévient la police que John Ford et Joseph Mazzachelli complotent pour assassiner 3 figures politiques majeures du Parti républicain dans le comté de Suffolk, dont le puissant chef politique local John Powell et le député Fred Thiel. Le motif: John les accuse de participer activement au complot d'État visant à étouffer l'affaire du crash de South Haven. Le plan d'action décrit par l'informateur semble tout droit sorti d'un roman d'espionnage. Il s'agit de disperser du radium, une substance hautement radioactive, sur les sièges des voitures de ses élus, ou d'en glisser dans leur tube de dentifrice pour provoquer une mort lente et indétectable. Les autorités prennent la menace très au sérieux. Le programme d'assistance radiologique, RAP, une sorte de cellule d'élite d'intervention nucléaire, est immédiatement mobilisé. Les forces de l'ordre prennent d'assaut la maison de John Ford lors d'une opération coup de poing.
Il est arrêté aux côtés de Joseph Mazzucchelli pour association de malfaiteurs en vue de commettre un assassinat. L'opinion publique et les politiciens visés sont sous le choc face à la noirceur de ce projet. Plus de 50 fusils enregistrés appartenant à John sont saisis, ainsi que l'intégralité des archives et documents du réseau LUFON. Pourtant, les experts révéleront plus tard que la quantité de radium saisi était bien trop dérisoire pour représenter un réel danger sanitaire pour le quartier ou pour servir d'arme létale à court terme. Malgré cela, le procureur Jim Catterson insiste pour maintenir les charges au maximum et refuse toute libération sous caution. Une intransigeance qui poussera certains observateurs à affirmer que le procureur a instrumentalisé l'affaire à des fins politiques, théâtralisant la menace pour assurer sa propre réélection auprès des barons du parti. Pendant les préparatifs du procès, les psychiatres entrent en scène. Ils concluent que l'état mental de John Ford est incompatible avec l'intention criminelle exigée par la loi de l'État de New York pour prononcer une condamnation. Au lieu de la prison, John est envoyé au centre psychiatrique de haute sécurité de Rockland, déclaré pénalement irresponsable et inapte à être jugé. Depuis, plus de 27 ans ont passé, et John est toujours enfermé derrière ses murs, isolé et oublié de tous. Bien qu'il envoie régulièrement des lettres pour réaffirmer sa santé mentale et sa volonté de poursuivre les autorités en justice dès sa sortie, les médecins lient invariablement sa libération à une condition sine qua non: il doit renier ses croyances sur les ovnis et admettre que ces théories ne sont que des délires paranoïaques. Une condition que John rejette catégoriquement, s'accrochant à ce qu'il considère comme sa vérité. Puis, par un retournement de situation d'une ironie dramatique absolue, le temps finit par révéler le vrai visage des politiciens qui l'avaient accusé de complot. Ces mêmes hommes qui prétendaient protéger les citoyens étaient en réalité au cœur d'un immense système de corruption. Le tout-puissant John Powell est condamné pour avoir touché des pots de vin de 20 000 $ afin de fermer les yeux sur une décharge sauvage illégale, et finit derrière les barreaux. De son côté, le député Fred Thiel plaide coupable de corruption et de détournement de fonds de campagne à des fins personnelles. La preuve par les faits que la machine politique locale qui avait brisé John était elle-même gangrenée par le crime. Les décennies ont défilé, et le monde a changé. Récemment, les couloirs du Congrès américain ont été le théâtre d'audiences publiques, historiques et totalement inédites. Pour la première fois depuis des générations, le gouvernement américain a officiellement reconnu l'existence des objets volants non identifiés, se déplaçant à des vitesses prodigieuses, défiant toute technologie humaine connue. Des responsables de la défense ont même évoqué explicitement la récupération de débris et de matériel biologique sur des sites de crash. Ce revirement spectaculaire de la position officielle américaine jette une lumière nouvelle et troublante sur l'histoire de John Ford. Une question vertigineuse demeure: cet officier passionné n'était-il vraiment qu'un faux allié méritant de finir ses jours à l'asile, ou était-il un homme parfaitement lucide qui avait touché du doigt une vérité interdite, payant sa clairvoyance de sa liberté et de toute son existence?